Merci d'être avec nous sur les antennes de True TV et Watt FM. Bienvenue à votre émission d'analyse et de décryptage. 5e et dernière convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Je suis Adam Scalet Ouedraogo. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à mes deux juges au siège. Bernard Bougma, Geoffroy Vaha, bonjour. Bonjour Président, bonjour Juge Vaha, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour Juge Bougma, bonjour Président Ouedraogo, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Alors, des voix se lèvent pour demander de plus en plus la suppression des cotisations de l'association des parents d'élèves communément appelée APE dans les établissements. C'est d'ailleurs l'un des points de la plateforme revendicative de la FECIBF section lycée technique Sangoulé-Lamidana qui a lancé en début de semaine un mot d'ordre de grève. La question était également au cœur d'un panel organisé par le RENLAC et c'était hier jeudi une actualité que nous allons juger tout à l'heure. Le procès de l'activiste Ousmane Zoungrana pour diffamation sera également à l'ordre du jour. Le procureur a requis une peine d'emprisonnement de 6 mois contre lui. C'était le 16 février dernier au tribunal de grande instance de Ouagadougou, une actualité qui vient rappeler la question de l'utilisation des réseaux sociaux et la responsabilité des internautes. Une question que nous allons largement commenter avec les juges sur ce plateau. Mais avant, nous allons ouvrir la fenêtre des avant-propos. Et pour cette première partie, je passe la parole à Geoffroy Vaha pour son avant-propos. Oui, merci Président. Mon avant-propos va concerner la Côte d'Ivoire avec cette vague de maladies qui touche les caciques du pouvoir en place. On ne comprend pas trop. Il y a Ahmed Bakayoko qui, on l'a appris, a été évacué pour des soins. On se rappelle que la dernière fois qu'on l'avait vu, c'était, je pense, le 10 février dernier, alors qu'il devrait présenter les candidats du RHDP, parce qu'on est en plein dans la dynamique de consultation électorales. Et c'était donc dans ce cas-là, pour les législatives, qu'on avait vu Ahmed Bakayoko très amaigri. En tout cas, il y avait déjà beaucoup de commentaires un peu sur sa forme apparente, mais je pense que les craintes ont été confirmées, puisqu'on a maintenant l'information qu'il a été évacué. Alors que lorsqu'on parle de la Côte d'Ivoire, il y a quand même aussi le président de l'Assemblée nationale qui lui vient de rentrer d'un long séjour en Europe pour des questions de maladie, c'est Amadou Soumaoro. Et puis il y a le président du Sénat aussi, Aoussou Jano, dont lui aussi le tas de santé inquiète. Je pense que lui il est encore en soins. Donc est-ce que ça a été la gestion du gros stress de la fin du deuxième mandat d'Alassane, dont tous ceux qui sont ses proches et qui ont dû gérer ces situations-là sont en train de partir, parce que c'est souvent aussi des moments de gros stress et c'est pas des moments faciles, mais on a l'impression qu'il y a un genre de fragilité sur ce point-là autour du président Alassane Ouattara. On va pas jouer les complotistes ou bien aller je parlais des théories de complot ou de trouver des réponses ou bien des insinuations surnaturelles à certaines choses. C'est des constats qu'on fait, et même en Côte d'Ivoire, vous vous rappelez qu'à un moment donné, il y avait aussi beaucoup de choses qui se racontaient sur la santé même du président Alassane Ouattara lui-même. Voilà, pour Ahmed Bakayoko, jeune plein d'énergie qu'il est et quelqu'un qui a aimé bousculer les choses, on espère qu'il va mieux se porter, et on suit donc cette actualité-là. Merci Geoffroy Vaha. Bernard Bougma, qu'est-ce que vous avez retenu pour nous pour cette dernière convocation comme avant-propos? Mon avant-propos va concerner le débat qui est suscité en France par rapport au vote électronique qui soulève de la controverse. Au niveau du Sénat, les uns et les autres sont fâchés. Le président d'ailleurs du Sénat, qui est également du RN, il dénonce il dit magouille. Donc magouille venait de l'Élysée, le mot est clair. Donc pour lui c'est une magouille qui vient de l'Élysée. Donc il y a beaucoup d'appréhension par rapport à ce vote-là. Et qui également parle de vote par anticipation, qui vous permet effectivement de voter et tout, alors qu'ils disent qu'à l'approche des élections, un incident, quelque chose peut effectivement modifier ou changer votre volonté de voter pour X ou Y, et vous n'avez pas la possibilité effectivement d'annuler et de revoter. Donc il y a déjà cela. Mais il y a aussi qu'en réalité le vote électronique inquiète parce qu'on l'a vu aux États-Unis qui sont très en avance, mais aujourd'hui dans les recommandations pour sécuriser les élections, il a même été demandé le vote sur papier. Donc ça dit que les uns et les autres commencent à se méfier des machines. Donc je souris à l'idée qu'en 2012
quand on a eu les premiers moments, les cartes électroniques, la CENI, là, les Burkinabés, il y a beaucoup qui pensaient que c'était la carte biométrique. Pour beaucoup, c'était le jour des élections, ça allait être un vote électronique. Donc ils se rendent compte que bon, c'est juste la carte qui a changé et puis quelques changements, sinon c'était pas du tout électronique. Et il y a beaucoup qui ont déchanté. Ils ont cru que c'était un vote électronique, ce qui ne l'est pas. Bref, pour revenir effectivement à cette actualité, et donc j'ai dit aux États-Unis, il a même été recommandé que pour sécuriser les votes, de passer par le vote papier. On se rappelle Al Gore contre Bush, on se rappelle Donald Trump, comme on appelle ça, Hillary Clinton et tout et tout. Et donc il y a cette histoire-là qui rattrape les États-Unis, qui a plus ou moins été effleurée d'ailleurs dans le téléfilm Scandale, qui parle de trucage de machines dans une, comment on appelle ça, dans un État, et qui est dans un petit État avec une petite circonscription électorale qui a fait gagner effectivement le président, voilà, qui ne savait pas du tout qu'il a été élu sur la base d'un scrutin truqué. Il ne savait pas. Donc en réalité, surpris par sa victoire, oui, mais il se dit oui qu'il a gagné haut les mains. C'est après qu'il a su qu'il est président, mais avec un vote truqué. Et tout son entourage était au courant, sauf lui. Donc monsieur est élu, mais avec un scrutin truqué. Mais il n'était pas responsable, ni commanditaire, ni parce qu'il ne savait même pas qu'il y a eu de la triche pour qu'il gagne. Donc c'est effectivement quelque chose que le film aborde, où parfois le leader ne peut même pas savoir ce que ces lieutenants ont fait sur son dos, comme on le dit. Donc dans l'euphorie de la victoire de la campagne, vous ne vous assurez pas de votre entourage et puis paf, c'est venu. Donc ici, c'est pourquoi ça fait débat en France, et c'est un débat qui est intéressant, que les Français suivent de près. Il y en a qui ne veulent même pas en entendre parler, compte tenu des risques, surtout que, je dis bien, du côté du pays de l'oncle Sam, ça a été clairement dit, il faut passer au vote papier pour sécuriser, on dit clairement pour sécuriser les élections, donc pour sécuriser les voix. Donc c'est un débat suscité en France, entre appréhension, doute, pour certains, ça va être une avancée technologique, parce que ce qui est projeté, c'est pour la présidentielle d'ailleurs de 2022. Donc est-ce que le projet va être abandonné? Est-ce qu'il va être tenu? Quelles vont être les modifications ou les implications? Là, c'est ce qu'on va attendre de voir en termes d'évolution. Alors, une actualité que nous allons suivre de très près. Merci pour ces analyses et commentaires essentiellement axés sur l'actualité internationale. Nous allons revenir sur le plan national pour parler d'un sujet qui divise, je dirais, les parents d'élèves et même l'opinion nationale dans son ensemble. C'est la cotisation de l'association des parents d'élèves, communément appelée APE. La question était au cœur d'un panel organisé par le RENLAC, entendez par là le réseau national de lutte anticorruption. Et comme je le dis également, cette question-là divise la communauté éducative au niveau du lycée technique Sangoulé-Lamizana. Bernard Bougma, au regard de tout ce que ça suscite comme débat, est-ce qu'il ne faut pas poser franchement la question et élaguer le sujet en proposant peut-être de nouveaux textes? C'est un débat que les uns et les autres fuient, mais qu'il ne faut pas fuir. Il ne faut pas fuir parce que ça a toujours cristallisé les passions. Vous trouvez les établissements, il y a des parents qui refusent catégoriquement de faire partie des APE, donc les fameuses associations des parents d'élèves. Parce que le principe de l'association, c'est la liberté d'y aller ou de ne pas y aller. Mais ici, c'est automatique. Dès que vous avez un enfant, automatiquement, vous êtes membre de l'association. Donc vous êtes assis un jour, les enfants viennent vous dire qu'il y a une réunion à l'école demain. On dit aux parents de venir. Il y a d'autres qui viennent avec des convocations, en fonction des établissements qui viennent avec des convocations. Vous partez en début d'année, l'APE fait le point et puis on voit les perspectives et tout et tout. Donc, il y a des parents qui disent qu'ils ne veulent pas. Surtout qu'il y a eu des cas, là même j'ai vécu ça, où le parent, le président APE n'a même pas un élève, n'a même pas un enfant là-bas. Il n'est même pas tuteur d'un élève. Il a été tuteur le temps d'une année, puis c'est fini, et puis il passe à autre chose. Mais monsieur le président, il est calé. Donc, il y a ces réalités-là. Donc, ce qui fait que et puis il y a beaucoup de sous. Parce que vous partez pour l'inscription de l'enfant, les frais APE, on peut même accepter, faire une dérogation sur la scolarité. Accepter que vous puissiez payer une tranche, mais les frais APE, ça c'est obligatoire. Ok. Donc, dans le temps, si vous n'avez pas les frais APE, ce n'est pas la peine d'aller payer la scolarité. Ils ne vont pas prendre. Ce que je dis, c'est des choses que nous avons vécues. Ils disent les frais APE sont obligatoires. Vous pouvez négocier une réduction de votre scolarité, mais les frais APE, ce n'est pas négociable.
Ils disent que ça ne dépend pas d'eux, c'est l'association, c'est ceci, c'est cela, c'est... Bon, voilà. Donc, mais après, qu'est-ce qu'on fait avec ces frais APE? Grande question. Mais il y a des établissements aussi qui ont eu des APE avec des dirigeants vraiment à la hauteur des enjeux et qui ont fait que l'école a pu avoir un certain nombre d'infrastructures, un certain nombre de commodités liées au dynamisme soit du président lui seul ou du bureau de l'association en fonction de la qualité des membres. Ça aussi, il ne faut pas le nier. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a eu des cas où vraiment c'est à féliciter. Et l'utilité de l'APE, ça va être même très difficile par rapport à pouvoir arrondir les angles à un moment donné. Soit en situation de crise, soit en termes de limite de personnel à compléter, ou en termes d'infrastructures, ou en termes, comme on appelle ça. Parce que dans des écoles, il y a des APE qui se sont débrouillés, qui sont arrivés à construire des classes par l'APE, qui sont arrivés à avoir, comme on appelle ça, du matériel immobilier ou mobilier pour l'établissement, soit des tables bancs, d'autres sont allés jusqu'à des véhicules par le fait des APE. Donc il y a une plus-value. Mais maintenant, comme toute œuvre humaine, elle n'est pas parfaite. Mais parfois, ce qui est beaucoup mis en jeu, c'est le fait que ce soit obligatoire pour tout parent qui a son enfant d'être membre de l'APE. C'est ce qui rebute certains. Parce qu'en matière d'association, le principe c'est la liberté, le principe c'est la volonté. Je ne veux pas y être membre. Ce qui m'intéresse, c'est faire scolariser mon enfant. J'ai payé ce que l'école demande comme frais de scolarité. Le reste, c'est pas mon problème. Il y en a qui partagent effectivement cette façon de voir des choses. Mais il y en a aussi qui ne veulent pas aussi en entendre parler. Parce qu'à côté de vous avez les COGES aussi. Donc bref, mais nous sommes à une situation où cela demande une réflexion profonde. D'accord. Alors, Bernard l'a dit, il faut une réflexion. Pour certains, il faut une suppression pure et simple, en tout cas, ou une refonte du système pour prendre en compte les exigences des parents d'élèves aussi, certains élèves qui demandent la suppression des cotisations. Alors, Geoffroy, vous êtes dans quelle posture? Est-ce qu'il faut réformer ou supprimer le temps de voir clair? Moi, je crois qu'il faut qu'on se dise aussi certaines vérités. Quand on regarde d'abord, pour ceux qui nous écoutent, l'historique de ces APE-là, c'est un peu avant, c'est 2 ans avant les indépendances. Donc ça vient dans un contexte aussi, il faut le connaître, où la question d'amener l'enfant à l'école, c'est pas forcément la chose la mieux partagée. Et donc forcément, être parent d'élèves, c'est pas forcément la priorité ou la préoccupation des uns et des autres. Il faut attendre avec Thomas Sankara, je pense en 87, pour qu'il y ait une reconsidération de la chose. Et puis en 91, je crois, un décret qui vient donner des missions claires et l'obligation de paiement de frais, des choses comme ça. Et puis vous voyez qu'en 98, il y a la gestion autonome qui leur est reconnue et tout. Et donc, c'est des gens qui au cours c'est une association qui au fil du temps a eu de la contenance. Maintenant, qu'est-ce qu'on en a fait? Je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a le débat qui est en train de se mêler. Moi, je pense que les associations se créent aussi librement, et tout comme l'adhésion à ces associations. Je pense que c'est là le problème. Si on revoit ce fonds-là, on pourra peut-être on pourrait se faire l'économie de certains débats. Je ne pense pas qu'on se plaigne de ce à quoi on adhère de façon volontaire et sur lesquels on a un regard, parce qu'on y a un intérêt. On se plaint de ce à quoi on nous oblige en termes d'adhésion. Ce n'est même plus de l'adhésion, c'est-à-dire la dynamique d'obligation et le désintérêt et donc le non-regard qui suscite des questions et des questionnements font qu'il y aura toujours le problème qui reviendra. Et le problème aussi, c'est que les figures de proue de ces APE-là ne veulent pas entendre parler de la non-obligation. C'est là où il y a le débat. Parce que ce que vous en faites, il y a problème. La question de gestion, parce qu'il y a des assemblées générales et tout pour renouveler souvent les instances, ça c'est difficile. On voit comment les gens se bagarrent pour être à la tête. Ça veut dire qu'il y a de l'argent sur lequel certains se sucrent. C'est pas tout le monde. Donc ça pose un véritable problème. La gestion, très souvent, c'est difficile parce que la redevabilité ne vient pas, alors qu'il y a l'obligation en amont, lorsqu'on vient inscrire parfois son enfant, de payer. Parce que ça aussi, c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. C'est quelle obligation à adhérer à une association?
Et puis il y a plusieurs niveaux aussi, parce qu'on est en train de, j'ouvre un peu peut-être les champs possibles en termes de réflexion. Moi, je me rappelle d'une interview qui a été faite il y a plusieurs années maintenant avec Serenkov Sima. C'est le réseau national des consommateurs burkinabés. C'est quelque chose comme ça. C'était mené par un jeune bien dynamique qui posait la question de savoir, ok, APE, mais on a des écoles privées et puis on a des écoles publiques. Quand on est dans le public, par exemple, ce qui est de l'ordre de la contribution des parents, on voit un peu comment est-ce que c'est ce à quoi ça peut aller. Mais quand on est dans le privé, le monsieur il a construit sa chose, c'est son business, vous voulez l'aider à gérer de quelle façon? Vous collectez l'argent des gens pour aller gérer son business là, de quelle façon? Par rapport à quoi? Donc il y a une question qui se pose. Ou bien, moi j'ouvre ma clinique et puis j'ai dit aux patients, donc quand disait parce que quelquefois les toilettes là, comme c'est pas bien propre là, moi je peux plus m'en occuper. Hein. Non, c'est un business. Donc ça pose des problèmes. Il faut qu'on revoie la chose. Ce qui a été créé, sur lesquels on a forcé à avoir une adhésion parce qu'il fallait aussi que tout le monde soit un peu parent d'élèves, parce qu'il faut envoyer les enfants à l'école. Aujourd'hui, il faut recadrer les orientations, il faut recadrer l'intérêt premier de ces associations. Et puis, je crois que là, en toile de fond, le problème de fond pour moi, c'est la liberté d'y adhérer et la non-obligation de contribuer. Ça va obliger les uns et les autres peut-être à être plus regardants pour ceux qui s'y intéressent, et puis on va continuer. Déjà même que pour régler certains frais, c'est tellement compliqué. On voit pendant la rentrée comment le casse-tête il est énorme pour les parents d'élèves, et puis vous venez, on vous dit de payer des frais sur lesquels vous n'aurez plus aucun regard, et puis quelquefois même vous voyez les bagarres des chiffonniers pour pouvoir gérer ça, ça devient compliqué. On se connaît. Là où on se bat pour être à la tête là, c'est qu'il y a quelque chose. C'est ça la vérité. Pour parler un peu comme tout le monde. Donc je dis, il y a peut-être un problème de fond, et même quand moi j'ai entendu leur point de presse lorsqu'ils disaient sans APE, difficile d'organiser les écoles, mais c'est pas leur rôle. Il y a des gens qui... Maintenant, il y a des fois des déficits pour lesquels les parents arrivent à se constituer pour aider. Mais quand vous constituez par obligation une manne, après ça devient un problème. Et dans la gestion, et même difficilement, ils arrivent souvent à justifier les choses. Et les sessions même de rédivabilité, quelquefois vous ne les avez pas. Donc je crois que ça mérite clairement qu'on s'y penche, et il y a beaucoup de choses en interne qui doivent être revues. Alors Bernard Bougouma, pour certains la vraie difficulté c'est la question de la gestion des finances, et il est souvent difficile pour certains responsables d'établissement de pouvoir suivre un peu ce qui est fait de cotisations, parce qu'il y a clairement une difficulté, et le contrôle échappe aux responsables d'établissement pour ces structures là qui font très souvent valoir leur droit à l'autonomie et l'autonomie de gestion. Est-ce que le débat n'est pas à ce niveau également? Bon, je pense que le débat il a deux niveaux. Le premier niveau, c'est c'est qui peut être membre ou qui doit être membre. Est-ce que c'est obligé, c'est de fait? Oui. Mais maintenant, aujourd'hui, avec l'évolution et puis la contestation, est-ce qu'il ne vaut mieux pas expliquer? Le deuxième problème, ce sont des problèmes liés à la gestion. Et là, effectivement, il y a beaucoup de problèmes à ce niveau. Des soupçons de malversation, des malversations avérées ou pas. Mais je vous dis qu'il y a des parents, des APE où le président a fait au moins 15-20 ans dans le même établissement. Où des gens ont fait un cycle là-bas, sont repartis, ont fini, se sont mariés, les enfants sont revenus dans la même école, trouver qu'il vient pour inscrire l'enfant et trouve que c'est le même président d'APE qui était là quand lui il était élève. Aujourd'hui il est devenu parent d'élève, c'est le même président qui est là. C'est un problème d'alternance. Oui, je vous assure. À Ouagadougou, je ne vais pas citer le nom d'établissement, mais j'en connais. Mais c'est ahurissant.
Vous n'êtes pas un surhomme. Ben, si vous pouvez citer, c'est pas mauvais. C'est ce qu'on rappelle aux gens ici au tribunal. On dit le principe, c'est de tout dire. Quand on vous demande le bilan, et puis tout le monde est d'accord, quoi, puisque M. graisse la patte à tout le monde. Conséquence, vous avez ce problème. Donc, ce sont les deux principaux problèmes au niveau des APE. Est-ce que vous êtes libre ou pas d'y adhérer? Et comment se fait la gestion et la transparence? Je dis bien, il y a plein d'établissements où les APE ont fait un travail formidable. Ailleurs également, c'est bien encadré et leur champ d'intervention, c'est bien défini. Prenez la France, c'est bien défini, c'est clairement défini par rapport au rôle des APE. Il y a des lois qui encadrent. Ici aussi, il y a des lois qui encadrent, mais il y a des abus. Il y a souvent cette complicité avec le chef d'établissement. Surtout en milieu rural, vous voyez, en milieu rural, il y a beaucoup de parents. C'est maintenant que les choses ont évolué, qui n'étaient pas lettrés. Donc ils ne savent pas de quoi ça retourne. En début d'année, on dit à réunion des parents d'élèves, ils viennent s'asseoir. Il y a un monsieur qui s'élève, qui donne des informations, et puis on dit à cotisation, voilà. Vous repartez. Ça va être 1 ou 2 réunions l'année, et puis c'est fini. Puisqu'à la rentrée en général, ils viennent présenter le bilan et puis les perspectives. Et puis c'est fini, ils font les activités. La prochaine rentrée, ils viennent faire encore le bilan et les perspectives. C'est comme ça. Et puis bon, paf, vous arrivez un matin, on dit ils vont changer le bureau. Les parents demandent, mais pourquoi vous êtes fatigués? Vous ne voulez pas. Pourquoi vous voulez qu'on change le bureau? Il faut rester. Ils ne savent même pas que c'est un règlement intérieur qui institue ce changement-là. Conséquence, monsieur roule à tout moment. Donc, alors que c'est fait pour un but clairement, bien, effectivement défini. Et j'ai dit bien, il y a des élèves, il y a des établissements qui allaient avoir des problèmes qui n'allaient pas pouvoir résoudre s'il n'y avait pas ces APE liés à la qualité des membres des APE. J'ai dit également, il faut faire attention effectivement à ce niveau parce que c'est très important. Mais maintenant, il y a un débat effectivement aujourd'hui qui doit être posé. Parce que j'ai dit bien, il y en a qui ne veulent même pas en entendre parler. Et d'autres disent, il faut le faire, c'est bien, c'est ceci, c'est cela. Donc, ce qui fait que c'est difficile de dire, il faut faire ci, il faut faire ça. Voilà. Mais pour peu que vous avez un enfant à l'école, vous êtes membre de fait de l'association des parents d'élèves. Et puis, maintenant, il n'y a pas, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une liste actualisée pour dire, bon, voici, cette année, la liste des membres actualisée et tout et tout. Donc, ça, c'est la grosse question. Et c'est ce qui fait que ça cristallise les passions. Ce n'est pas la première crise. Il y a eu beaucoup de crises liées effectivement aux APE. Et les élèves ont raison de demander à avoir clair là-dedans. Puisque les parents, ce n'est même pas leur problème. Ils ne s'en occupent pas. Donc, et après, c'est les élèves qui se demandent, mais chaque année, on nous prend de l'argent. Chaque année, on nous prend de l'argent. Chaque année, on nous prend de l'argent. Alors qu'on a des problèmes liés à ceci, liés à cela, liés à cela. Ces frais APE parce qu'ils nous disent que les frais APE, c'est pour faire ceci, c'est pour faire cela. Mais on cotise, ce n'est pas réglé. Si ces problèmes du quotidien étaient réglés, et on dit que ça relève des prérogatives de l'association des parents d'élèves, et que c'est réglé, il n'y aurait même pas de débat. Mais vous cotisez. Et il y a toujours les mêmes petits problèmes. Vous voulez parler, l'administration de l'école dit que ça relève des prérogatives de l'APE. Nous, nous avons souvent dit ça. Non, ici, ça, c'est vraiment l'APE qui doit regarder parce que ça ne relève pas de choses, des établissements. Vous retournez à gauche, papa n'est pas là. Vous retournez à gauche, maman n'est pas là. Parce que soit ils ne sont pas intéressés, parce qu'ils ne savent pas comment ça marche. Et il y a des enfants qui n'ont pas leurs enfants, leurs parents à côté. Quand je dis ne pas l'enfant là, il est allé à cause de l'école, peut-être il a même traversé la frontière, il est dans une maison en location ou avec ses camarades ou avec un tuteur ou pas un tuteur. Donc il n'a pas un parent direct à côté à la réunion APE. Il ne sait même pas qui envoyer. Il dit, il y a une réunion APE, je vais envoyer quelqu'un. Il n'y a personne. Il veut lui-même venir participer. On dit non, tu n'as pas droit, ce sont des parents. Alors que le monsieur vit seul ou mademoiselle vit seule dans sa maison ou avec un tuteur qui dit, bon écoute, moi je n'ai pas le temps pour aller là-bas. Pourtant, ils cotisent. On dit association des parents d'élèves. Vous avez quitté loin pour venir là. Vos parents ne résident pas là-bas. Vous avez pris une maison avec 1 ou 2 camarades, vous vivez dans la même maison. Vous payez les cotisations à payer. Il y a effectivement, comment on appelle ça, la réunion de l'association des parents d'élèves. Vous n'avez même pas quelqu'un pour envoyer. C'est qui vous a demandé? Vous n'avez pas quelqu'un pour envoyer. Et vous ne pouvez pas aussi aller.
Parce que vous êtes élève, vous n'êtes pas parent d'élève. Il y a tout ça. Et c'est ce que j'ai dit, ce sont des choses que nous avons vécues. Vous avez laissé les parents loin, vous allez dans les écoles, vous avez pris une maison, mais vous n'avez même pas un tuteur là. Il y a des élèves vous n'avez pas de tuteur. C'est-à-dire, quand je dis tuteur, ce n'est pas quelqu'un sur qui vous êtes adossé. Le week-end, vous partez là-bas, ou bien le dimanche, vous y allez souvent pour dire bonjour, ou bien un jour. Non, ce n'est pas ça, vous n'avez même pas ça. Vous venez dans une ville nouvellement, vous ne connaissez personne, vous vous débrouillez pour avoir une maison et puis vous logez. C'est des faits vécus. Et quand il y a une d'APE, vous envoyez qui? Personne. Mais quand vous partez dans votre administration pour demander que vous voulez voir clair dans les frais à payer parce qu'effectivement il y a des choses qui tournent pas rond, on vous dit vous êtes récalcitrant, vous voulez monter les élèves, c'est de l'indiscipline, et cet élève-là c'est un élément subversif, il faut faire attention parce que lui là il risque de créer de la rébellion ici. Monsieur le Président, j'ai dit c'est des choses que nous avons vécues. Mais c'est des réalités. Donc c'est pourquoi j'ai dit il faut clarifier ces choses-là. Parce que ce que j'ai dit, ce sont des choses vécues et puis des camarades également vécues. Et continuer de vivre ça jusqu'à présent. Pour les petits-enfants du primaire et du premier cycle. Voilà. Mais quand on arrive au secondaire, au niveau du second cycle, c'est devenu des élèves qui cherchent le baccalauréat et donc qui ont atteint l'âge de la majorité et donc qui peut s'affranchir seul et qui, voilà, sauf s'il y a vraiment des bobos, qui peut quitter une ville, aller dans une autre ville, chercher son diplôme et revenir sans problème. Et qui n'a pas forcément besoin d'un tuteur en ce moment. Mais qui cotise les frais à payer de façon obligatoire. Et il n'a aucun droit de regard. Il y a un problème aussi à ce niveau-là. D'accord. Alors, Geoffroy, c'est vrai qu'on a parlé de la question de la légitimité de ceux qui dirigent un peu ces APE-là, mais la question qui fâche, c'est surtout la question des cotisations, où les parents d'élèves qui sont de fait des membres de l'association doivent cotiser, mais la cotisation n'est pas forcément liée au fait que vous soyez membre de l'association, mais la cotisation se fait sur le nombre d'enfants que vous avez au niveau de l'établissement, et certains estiment que c'est injuste, parce que si on doit cotiser, c'est le parent qui est membre de l'association qui doit justement cotiser à son nom. Non, tout ça, c'est des débats de fond qu'il faut justement... Oui, c'est des débats de fond. C'est tout un peu l'aberration qu'il y a, ou les aberrations qu'il y a lorsqu'on aborde ce sujet-là. Et vous savez, hier c'était le 18 ou 19. C'était le 18. Donc c'est bien hier que le RENLAC a organisé ce débat-là avec les juristes et tout. Il y avait Maître Benao Mathieu qui parlait de... Bon, il fait un parallèle avec les OVNI. Il parlait des APE qui sont un genre d'objets juridiques non identifiés. Parce que quand vous regardez, on ne sait pas où vous allez les classer comme il dit, et il y a beaucoup qui se sont faits sur le tas ou bien qui se sont organisés pas de façon formelle. Mais quand on voit les propos même de ceux qui sont les figures de proue des APE défendre leurs choses, qu'est-ce qu'ils disent selon les cotisations qui sont reparties? 60% pour le fonctionnement de l'association, c'est-à-dire pour le fonctionnement de l'association, 60%. 40% réservés au conseil de gestion de l'établissement et 5% de 60% donc étaient réservés au fonctionnement de l'association à l'UNAPSB, c'est-à-dire ceux qu'ils ont comme union nationale et tout. Donc quand vous regardez dans tout cela, donc c'est 40% qui sont reversés au conseil de gestion de l'établissement. C'est-à-dire voilà une association de parents d'élèves dont la vocation, disent-ils, c'est de regarder l'exécution du budget de l'établissement, rendre compte à la base et puis contribuer pour ce qui est de ce qu'il faut notamment au niveau des établissements lorsque besoin est. Donc on voit un peu les fonctions. Veiller sur l'exécution du budget, rendre compte à la base donc aux parents d'élèves et puis aider lorsqu'il y a des besoins dans les établissements. Vous prenez 60% déjà pour votre fonctionnement. Vous prenez 40% reversé au conseil de gestion de l'établissement, 5% des 60% qui repartent à l'UNAPSB. Et puis, je vais continuer pour que vous compreniez un peu pourquoi des fois il y a la bagarre. Pour l'année scolaire 2020-2021, le président de l'UNAPSB lui-même qui dit que le montant des 40% des cotisations des APE, donc ce qui revient au fonctionnement, au conseil de gestion pour leur fonctionnement, il estime à combien? Plus d'1 milliard de francs CFA. 2020-2021, plus d'1 milliard de francs CFA.
Ça, c'est les 40% seulement qui reviennent au conseil de gestion de l'établissement. Plus d'1 milliard. Maintenant, faites le calcul mathématique et puis trouvez 60% là, c'est combien? On va à combien? On est en train de parler des milliards. Vous pensez que les gens vont jouer avec ça? Je crois que c'est pour ça aussi que les parents d'élèves, ils commencent à bien regarder dedans. Et je reviens encore à la question première que je posais. Il y a beaucoup de débats à l'intérieur. Le public, on peut dire que bon, on va enseigner, on va regarder un peu dedans. Mais le gars, il a créé son business. Toi, tu veux venir regarder l'exécution de son budget pour faire quoi? Venir rendre compte à la base. C'est un établissement privé. Tu veux l'aider à gérer ça comment? Et puis, tu veux l'aider encore dans ses activités en lui apportant de l'argent. Je veux comprendre. Déjà qu'on connaît le coût souvent de nos scolarités dans les établissements privés. C'est bien calculé parce que quand même vous finissez de payer là, vous êtes essoufflé parce que vous savez que oui, vous avez inscrit votre enfant. Et après, vous demandez à votre enfant de vous le rendre. Parce que c'est ça aussi, les parents. Mais vous tenez compte, vous tenez l'établissement comptable de l'éducation qui sera apportée, des conditions dans lesquelles l'enfant apprendra. Parce que c'est ce pourquoi vous avez payé. Sinon, vous allez cotiser encore pour venir les aider. Il y a un problème. Il faut qu'on se dise la vérité, il y a un souci. D'accord. Il y a un véritable souci. Mais je dis, on est en train de parler de gros sous. Et c'est pour ça que disait... Maître Battier, il disait ça met de la pression aussi sur ceux qui gèrent ces choses-là, ces sous-là. Si vous vous amusez avec quelques sous, vous pourrez finir comme ceux qu'on poursuit tout le temps. Et ça, c'est important de le dire. D'accord. Alors, Bernard, tantôt on a évoqué la responsabilité des parents, mais est-ce qu'on peut véritablement changer les choses de l'extérieur? Parce qu'il y a des parents d'élèves qui brillent aussi par leur absence lors des assemblées générales. Oui, en fait, les assemblées générales, comme vous le dites, c'est programmé. On vous dit, c'est samedi, c'est tel jour. Ça peut arriver que monsieur a des engagements, madame a des engagements, il n'y a personne pour venir. Mais il y en a qui ne veulent même pas. Donc, c'est deux cas différents. Il peut arriver que dans la vie, c'est programmé, coïncider que vous ne pouvez rien. Il y a des événements sociaux, c'est très difficile. Ça peut arriver. Mais même là, vous pouvez vous faire représenter si vous voulez. Puisque vous n'êtes pas obligé. Si monsieur n'est pas disponible, madame n'est pas disponible, il y a un oncle ou un petit frère, il y a un ami qui peut aller vous représenter. Parce que ce qu'il doit faire, c'est aller suivre et vous rendre compte. Si réellement on veut participer et on ne peut pas, mais on veut, parce qu'il y a des gens qui disent ça ne les dérange pas, je veux participer à une association, c'est toujours bien, c'est bon pour moi, ça élargit mon cercle d'amis, ça donne de nouvelles opportunités, je veux. Mais le jour de l'Assemblée générale, il n'est pas disponible pour X ou Y raison. Il a la liberté de se faire remplacer et de se faire représenter. Ça, c'est possible. Donc ça, pour ceux qui brillent par leur absence, il y a ceux qui ne veulent même pas venir. Ils disent, de toute façon, c'est pour répéter les mêmes choses. Puis bon, c'est des gens qui bouffent notre argent, moi je vais pas là-bas. Et puis ils concluent comme ça, et puis c'est tout. Ils ne partent pas là-bas. Mais il y en a qui se font représenter, il y a d'autres qui sont assidus. Même dans les villages où je dis il y avait une forte majorité des parents illettrés, il y en a qui sont très assidus. Donc qui suivent et qui notent et qui arrivent à créer parfois des problèmes. Il faut noter par quelqu'un, ils ont cotisé, notre cotisation là c'était tant. Ah d'accord, ok. Puis ils ont dépensé tant. Mais telle dépense là, ils ont fait quoi? C'est en langue nationale, c'est en langue locale. Nous on a cotisé tant. Vous avez fait telle activité, c'est quoi vous avez fait exactement? Vous avez payé de la craie pour contribuer ou vous avez payé quoi? Est-ce que on peut voir? Si vous avez payé des tablements, c'est combien? Où sont les tablements que vous avez payés? Ça permet effectivement cette transparence-là. Mais bon, d'autres se disent, bon écoutez, bon, ils ont fini, puis ils se lèvent, chacun rentre à la maison comme on le dit. Voilà. Donc la réalité c'est... Mais... Pour ceux qui brillent, je dis bien par leur absence, il y en a qui, bon, écoute, moi, j'ai pas le temps, moi, je pars pas là-bas, c'est leur problème. Il prend la convocation, l'enfant lui dit, à payer encore. Bon, écoute, il n'a rien à faire le samedi, en général, c'est un samedi. Il n'a rien à faire le samedi, mais il ne va pas aller. Ça ne l'intéresse même pas, Ça ne l'intéresse pas. Donc, en même temps, il y a une forme de complicité tacite. Parce que le fait que vous refusez de donner un regard, peut faire en sorte d'encourager celui qui veut effectivement commettre les malversations. Ça devient un silence coupable. Ça devient un silence coupable, malheureusement.
Donc on rentre dans une logique de silence coupable, d'une complicité tacite. Alors que parce que vous avez permis par votre comportement à quelqu'un de commettre des malversations. Mais si vous êtes assidu, il arrive la salle est archi-comble de parents d'élèves. Parce qu'un seul parent peut avoir plusieurs enfants sous sa coupe. Lui-même ses enfants, ou bien il héberge d'autres enfants parce qu'il peut être tuteur d'autres enfants. Il peut avoir des pupilles. Donc ce qui fait que une seule personne peut avoir plusieurs enfants sous son toit. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, monsieur arrive, la salle est remplie, il finit, les questions qui viennent sont des questions pertinentes. Les propositions d'activités qui lui sont faites sont des propositions pertinentes. Les uns et les autres regardent la caisse et savent que telle activité, telle on peut réaliser. Vous êtes obligé effectivement de vous tenir droit. Donc, je pense qu'il y a cette réalité à avoir. Donc, il y a des âgés, les gens ne participent pas. Donc, ils n'ont pas la quintessence de ce qui est réellement fait à l'intérieur. Voilà. Donc, il y a aussi cette réalité. Sinon, je dis bien, pour avoir côtoyé sérieusement ce milieu, il y a beaucoup de réalisations également qui ont été l'œuvre des APE. Ça, je peux le dire. D'accord. Merci Bernard Bougma, merci aussi au juge Geoffroy Vaha. Nous allons avancer dans la convocation du jour avec le second sujet qui avait été choisi. C'est notamment la question de l'utilisation des réseaux sociaux et la responsabilité juridique des internautes. La question, en tout cas, est à l'ordre du jour avec justement cette comparution du web activiste Ousmane Zoungrana qui a comparu le 16 février dernier au tribunal de grande instance de Ouagadougou. On lui reproche des questions de diffamation. Cette actualité ou sur ce procès-là vient rallonger la liste de procès qu'on a vu tout récemment sur les questions de diffamation sur les réseaux sociaux. Nous allons revenir sur la question déjà, Geoffroy Vaha, avec justement ces procès qu'on a en cascade. Cela montre à souhait que la toile n'est finalement pas une zone de non-droit. Oui, c'est clair que ce n'est pas une zone de non-droit et petit à petit les uns et les autres commencent à se dire que ce qu'on pose, même derrière un pseudo, sous un pseudo ou ce qu'on pose sur la toile, tant que cela est mensonger et cela à souhait terni, atteint ou comment dire cela, salit quelqu'un, c'est-à-dire une personnalité physique ou morale, on va en répondre. Et je crois que c'est ce qu'on peut retenir de ce qui est en train de se passer et c'est la leçon que les uns et les autres devraient comprendre. Et quand vous regardez dans cette affaire-là, c'est une affaire je sais pas, d'inspecteur. Du niveau de Saba, il y a des CEB, il y a un CEB qui a à la tête est mis une dame et il y a un instituteur qui a quoi 26 ans de service qui peut-être se réveille à cette place-là maintenant, mécontent, écrit son papier, il met même la photo de celui sur la personne sur laquelle il rencontre un certain nombre de mensonges avec l'autre personne qui l'incrimine, sur le visage duquel il met un émoticône, et puis il raconte plein de choses. Il parle un peu de genre promotion canapé, c'est voilà, on donne un poste à sa maîtresse. Et son torchon, quand il finit de l'écrire, qu'est-ce qu'il fait? Il le donne à un activiste parce que lui, il estime qu'il n'a pas autant d'aura, c'est-à-dire il n'a pas autant de followers, il n'a pas autant de personnes qui suivent donc ces actualités. Donc, il contacte un activiste qui a plus de, je ne sais pas si c'est 10 000 ou quoi, de personnes qui le suivent. Donc, lorsqu'il partage, ça a un effet. Et cette personne, sur la base de ce qu'on lui dit et ce que la personne lui dit, prend sur elle de publier. Et voilà, après la confrontation et ce que nous lisons donc comme compte rendu, ce n'est pas vrai. C'est un tissu de mensonge. La personne qui pense là reconnaît que c'est un tissu de mensonge et qu'elle est allée un peu trop fort. Mais en attendant aussi, elle a emmené avec elle le fameux activiste. Donc il y a plein de leçons derrière. Et puis quand vous regardez, d'abord on comprend aussi le mode de fonctionnement de certains, et ça je dis de certains activistes, qui ne prennent pas la peine de vérifier un certain nombre de choses et qui peut-être ont une haine viscérale pour
un camp ou pour, je ne sais pas moi, une partie ou pour un monsieur ou pour une personnalité. Très souvent utilisé pour régler des bagarres. Et pour peu on lui balance quelque chose, ou bien qu'il trouve quelque chose, tant que ça salit, que ça discrédite la personne physique ou morale qu'elle ne porte pas dans le cœur, c'est fini, c'est balancé. Et ça devient très dangereux. Ça devient très dangereux parce que après, je pense que le journal dans lequel j'ai lu l'actualité dit qu'elle a tenté de recouper les infos, et notamment celui qui a été diffamé a motivé sa décision. Et quand vous regardez la dame qui a été nommée au niveau de Saba, elle venait de ce bébé qui avait été de par des réorganisations, donc qui devrait disparaître. Et elle en a profité pour demander à être proche de son domicile. Et il s'avérait que celui qui était là, lui, avait demandé d'aller ailleurs. Et donc, ça arrangeait tout le monde, on dira comme ça. Et c'est comme ça que la décision a été prise. Parce que ça arrangeait tout le monde et que tout a concouru à ce que ça se passe comme ça et que ça se passe bien. Mais non, il y a quelqu'un qui y a trouvé le moyen, parce qu'il n'est pas content, un peu aigri, de dire que non, c'est parce que c'est sa maîtresse. Et après, il reconnaît qu'il n'a aucun élément même pour le dire. Il n'était pas content, donc il a raconté ça. Il a écrit sa chose, il allait donner à quelqu'un et le gars, il l'a publié. Donc, vous pouvez être pris dans le piège de votre propre méthode. Parce que c'est facile aussi de dire non, il est venu, il m'a induit en erreur. Mais c'est comme un média. Nous aussi, nous sommes dans l'obligation de recouper nos sources. Qu'est-ce que ça vous coûte d'appeler la personne incriminée pour mieux comprendre? Parce que vous postez un texte avec la photo du personnage en question. Qu'est-ce qui vous coûte de vous déplacer pour comprendre ce qui se passe? Voilà ce qu'on dit de vous. Voilà ce que quelqu'un m'a dit de vous. Qu'est-ce qu'il en est? Il aurait peut-être fait cette démarche-là, qui n'aurait même pas publié le torchon qu'il a eu à publier. Donc, ça, c'est ça aussi qui fait la différence entre nous et toutes les infos, toutes les informations que nous divulguons, nous, avec toute la responsabilité, la rigueur que cela demande, parlant de notre métier de journaliste, et l'activiste ou les autres infos que nous avons quelquefois aussi sur la toile. Il y a des activistes qui font du bon boulot, qui prennent le temps de regarder. Mais comment est-ce que vous pouvez fouiller dedans? C'est ça le problème aujourd'hui. C'est là où il faut que ceux qui lisent, ceux qui écoutent, ceux qui sont souvent sur ces réseaux-là, comprennent qu'il ne faut pas tout prendre avec, comment dire ça, le même degré de confiance. Nous sommes astreints à certaines choses. Il y a des éléments même que nous avons que nous ne divulguons pas. Pas parce que ce n'est pas, mais parce qu'on ne peut pas le prouver. Parce qu'on n'a pas les éléments pour le prouver. Il y a la question de la responsabilité sociale. Et on a cette prudence. Et puis quelquefois, on juge aussi de l'impact qu'il y a au regard d'un certain nombre de questions. Là, on est dans un cas où vous comprenez comment les choses fonctionnent. Et le problème, c'est que 90% des infos que vous avez et qui circulent, c'est de cet ordre-là. Et donc, quelquefois, les gens, ils ont des difficultés à voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et c'est la réalité. Remettez-vous aux médias traditionnels. Je vais faire notre promotion. Voilà. Mais c'est de ça aussi qu'il s'agit. Donc on comprend un peu mieux comment certains fonctionnent et puis la prudence qu'il faut avoir. Alors, Juge Bougouma, il est indéniable qu'il faut assainir et mettre chaque acteur devant ses responsabilités. Mais pour certains, il faut aussi faire attention pour ne pas, je dirais, mettre en danger la question de la liberté d'expression, parce que très vite, on peut franchir la ligne rouge. En réalité, ici, c'est parce qu'on fait la confusion des choses. L'activiste, d'ailleurs, défend une cause. Ça peut être un activisme politique, écologique, et social, humanitaire, et j'en oublie. Ce genre de choses, on peut les avoir à travers des actions et tout, des activistes des droits de l'homme, toutes ces choses, on peut les avoir. Au Burkina, on les a vus à un moment donné. Mais avec l'avènement du web, certains maintenant se sont reconvertis effectivement sur la toile. Mais ne s'écartent pas toujours de leur ligne, de leur champ d'action, qui peut être un activisme politique, social, humanitaire, dans le domaine de la protection de l'environnement. Ces choses-là également, on le voit. Mais
ceux qui sont actuellement qui sont actifs sur le web, qui publient à tout vent, qui insultent, qui diffament, bon, quand on a labellisé activistes, il y a également à revoir, c'est des communicants de certaines officines, ce sont comment on appelle ça, des instigateurs, donc qui font un rôle différent. Mais bon, tout le monde est appelé maintenant activiste pour peu que vous soyez actif sur Facebook. Bon, ça peut passer. Mais les activistes également sont connus parfois pour braver la loi, ça c'est clair. Les activistes sont connus pour braver la loi. Et quand vous voyez en 2011, quand Benewende avait lancé Blaise Dégage, il y a deux jeunes qui l'ont accompagné à la place de la Révolution, pour eux, et certains places de la Nation. Vous savez, cette place, elle change de nom en fonction des événements et de qui désigne la place. Et donc, Smokey et Sam Skaluga, connus pour leur activisme politique et dans le domaine des droits humains depuis longtemps. Mais là, ils ont bravé la loi. Je prends cet exemple burkinabé pour montrer comment... voilà, parce que quand vous dites à quelqu'un de dégager, c'est par le vote démocratiquement que quelqu'un doit passer. Donc, ils avaient leurs arguments, mais j'explique en des termes simples comment les activistes le font. Donc, ils peuvent effectivement braver la loi. Il y a un chef de l'État qui se déplace quelque part, on lui reproche des atteintes aux droits de l'homme, on lui reproche, si vous allez voir effectivement ces activistes-là, qui vont se présenter avec des pancartes pour franchir les barrières et puis bon, voilà, faire le bruit, voilà. On a vu, comment on appelle ça, lors de la visite de Kadhafi à l'université de Ouagadougou, les étudiants ne voulaient pas voir Blaise Compaoré sur leur campus. Ils sont venus avec des pancartes et tout. Ces gens de manifestations souvent ponctuelles, on les a vus. Donc, il est connu pour quelqu'un, effectivement, qui brave la loi. Mais ce n'est pas pour insulter quelqu'un, ce n'est pas pour diffamer quelqu'un. Ce n'est pas pour raconter des choses qui n'existent pas. Et la plupart de ceux qui sont saisis devant les tribunaux, c'est beaucoup plus les questions de sûreté de l'État, où ça n'est pas une personnalité, ceci ou cela. Mais ils font attention pour que les faits qu'ils vont raconter soient des faits exacts. Ça peut mettre mal à l'aise le big boss, mais c'est la vérité. Il n'y a pas de diffamation là-dedans. On va trouver des trucs offenses à chef d'État, injures à chef d'État, ils vont trouver des éléments comme ça. Comme la forêt de quoi on a vu de l'activisme spontané. Je dis bien spontané, et rapidement une association est née présidée par Moussa Zerbo, qui a aussi été très actif voilà, pendant cette période-là. Mais ici, ceux qui sont sur Facebook font feu de tout bois. Ils ne vérifient pas, ils ne recoupent pas, ils vont vous parler de vous-même, vous-même vous êtes ahuri. La façon dont ils vous connaissent, qui est la fausse façon, ils vont dire des choses sur vous, mais ça passe. Et pour l'opinion, c'est vrai. Et ça, c'est pas bien. Donc c'est de la diffamation, ce n'est plus de l'activisme en réalité qu'on fait. Parce que vous ne pouvez pas mentir sur quelqu'un, dire que vous n'avez pas des éléments de preuve gratuitement parce que quelqu'un est venu vous glisser un billet. Et l'activiste travaille sur des valeurs et des principes. On ne le corrompt pas forcément pour faire ça. On ne le corrompt pas pour faire ça. C'est de la conviction. C'est pas qu'il a pris de l'argent pour ça. Non, c'est de la conviction. Mais sur Facebook, c'est autre chose. En ce moment, vous devenez un communicant d'une officine. Vous devez être traité comme tel. Vous avez divulgué de fausses informations, fait ceci, voilà. Donc, nous sommes effectivement, malheureusement, au Burkina, on est en train de glisser dans une telle situation. Et les procès vont continuer. La dernière fois, j'interagissais avec quelqu'un sur la base d'un post. Il est venu en commentaire, il y a quelqu'un qui s'en est pris à lui. Il dit non, que le responsable, c'est celui qui a publié. J'ai fait un commentaire pour lui dire, excusez, précision. Celui qui a publié est responsable du contenu de son poste et peut répondre même devant les tribunaux. Celui qui met le commentaire est responsable de son commentaire et peut répondre de son commentaire sur la même publication devant les tribunaux de façon différente. Parce que vous, président, vous pouvez faire votre poste, Geoffroy vient en commentaire, vous diffamez et vous attaquez Geoffroy. Qui est responsable? C'est Geoffroy qui est responsable de son commentaire, c'est pas vous qui êtes responsable de votre poste. C'est carrément différent. Donc même quand vous commentez, faites attention. Quand vous cliquez like sur le post de quelqu'un, normalement même ceux qui ont cliqué like, qui ont partagé, qui ont commenté dans le sens de l'article de cette affaire-là devraient être entendus. Ce qu'on appelle la responsabilité en cascade. Ah oui, oui. Vous vous rendez complice. Parce que vous avez
Like, là, ça veut dire j'aime. On n'aime pas ce qu'on n'aime pas. On aime ce qu'on aime, c'est ça, quoi. Vous ne pouvez pas dire, bon, comme on parle comme c'est Adams qui a publié, c'est bon, j'aime. Mais est-ce que le contenu que Adams a publié aujourd'hui est un bon contenu par rapport à ses autres publications? Vous ne vous posez pas cette question. Donc, il y a une complicité en même temps. Donc il faut une éducation aux réseaux sociaux, tout comme il faut une éducation aux médias, à nos citoyens. Mais pour le moment, ça pêche. Alors, c'est vrai qu'il y a des dérives qui sont notées ça et là, on a parlé des procès en cascade, mais est-ce qu'il ne faut pas voir aussi le verre à moitié plein quand on regarde aussi la contribution de ces activistes-là dans l'approfondissement du débat public et de la démocratie? Oui, il y a une contribution, c'est clair. Maintenant, là, il faut clarifier aussi, pour ne pas rappeler ce que Bernard disait tout à l'heure, la question de l'activisme. Vous savez, quelqu'un qui, parce qu'il est plein de conviction, dit au président qu'il doit démissionner, est dans un engagement. Maintenant, celui qui prend les armes pour aller tenter de les déloger, ça c'est autre chose. Quelqu'un qui comment dire cela, est très touché par les valeurs de bonne gouvernance, qui dénonce des incohérences dont il a matière, et puis quelqu'un qui accuse sans preuve une autre personne, lui met dessus des problèmes de gestion ou lui invente certains actes. C'est pas la même chose. D'accord. Et ça, c'est de la calomnie, c'est de la diffamation, c'est pas de l'activisme. Les activistes, c'est des gens qui souvent ont des informations de première main. Des informations de première main. Et qui sans traitement les partagent. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Qui sont souvent sans traitement, c'est-à-dire sans habillement, les partagent. C'est souvent comme ça, c'est cru. Et souvent, nous le prenons, nous faisons ce qu'il faut comme info à recouper. Si c'est vrai, on essaie d'analyser, on essaie d'y donner une suite, on essaie de voir. Mais ceux qui inventent un torchon de mensonges, ce pas des activistes. Donc eux, ils ne contribuent à rien. Ils ne sont là que pour prendre des sous et puis faire le travail pour lequel ils sont payés, ou bien ils prêchent pour la chapelle pour laquelle ils reçoivent des dividendes, des mégas ou bien des choses comme ça. Ça, c'est pas de l'activisme. Ça n'a rien à voir. Il y en a qui sont convaincus de cause, qui sont très engagés et qui le font par pur attachement à certaines valeurs. Et ça, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment différent. Maintenant, le problème, et c'est ce que je dis, c'est que pour ceux qui sont les destinataires à la fin de toutes ces infos-là, fake, bonnes news y compris, eh bien, ceux-là n'ont pas souvent la capacité de faire le discernement pour pouvoir faire la distinction, pour avoir le distinguo entre ces choses-là. C'est pour ça, quand vous voyez un certain nombre d'éléments, vous allez sur un média, vous allez sur une plateforme, vous allez quelque part où vous avez l'habitude d'entendre ce qui est vrai, et ou rarement au moins. Et le problème aussi, c'est que avec la question de poster très vite, la célérité de donner l'information, même certains médias se sont rendus maîtres d'en donner des fausses infos. On a plein de médias sur les qui dans, parce que ça, il y a souvent les médias dans leur radio, télé, machin, avec leurs canaux traditionnels de session d'information et tout. Et quelquefois, pour avoir une longueur d'avance, comme vous avez des pages dans l'instantanéité et pour fonctionner comme les autres, on balance des infos là-bas à chaque fois et on se retrouve au cœur de certains débats parce que ce que vous avez balancé est faux. D'accord. Merci pour ces différentes analyses et commentaires. C'est tout pour la convocation du jour. C'est également le dernier numéro pour cette semaine. On se donne rendez-vous pour une nouvelle convocation. Mais en attendant, restez fidèles au programme de Truth TV et Watt FM, ces deux médias leaders. Excellente journée en compagnie de nos programmes.